Bonjour. Monsieur le Président, Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel, Madame la Procureure Générale près la Cour d'appel, Madame la Présidente du Tribunal judiciaire, Madame la Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, Monsieur le Procureur de la République, Monsieur le Procureur Général honoraire de Montpellier, Monsieur l'Avocat Général de Montpellier, Monsieur le représentant de la maire de la ville de Nîmes, Monsieur le représentant du président de Nîmes Métropole, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, chers consoeurs, chers confrères, Monsieur. L'installation d'un nouvel académicien est un jour de fête pour notre compagnie. Elle manifeste à la fois le renouvellement et la continuité de notre institution, plus que tricentenaire, créée en 1682 par lettre patente du roi Louis XIV. C'est donc une joie et un honneur de vous accueillir, mais avant de céder la parole à notre président, je voudrais remercier Monsieur le proviseur Pascal Blanchet qui permet l'organisation de cette réception dans cet auditorium. Je remercie également les cinéastes Nicole et Lucien Gottard. Le film de cette réception sera installé très prochainement sur la chaîne YouTube de l'Académie, qui est facilement accessible depuis notre site web. Traditionnellement, la réception se poursuit dans les salons de l'hôtel de l'Académie. Aujourd'hui, nous pourrons adresser nos félicitations en partageant un moment de convivialité dans cette salle avec notre nouveau confrère. Cette séance commence donc par le discours de bienvenue de Monsieur le Président Michel Belin, à qui je cède la parole. Merci, Monsieur le Secrétaire perpétuel. Monsieur et chers confrères, enfin, et le premier mot qui me vient à l'esprit en vous recevant, enfin vous voilà chez vous. Vous avez été élu à l'unanimité membre résident de notre compagnie le 8 novembre 2019. En temps ordinaire, vous auriez dû prendre place dans le fauteuil qui vous revient dans les 6 mois de cette élection. Mais l'Académie ne reconnaît pas l'installation sur le papier, mais seulement corps présent, à l'inverse de la magistrature. Nous avons été par conséquent dans l'obligation de repousser ce moment à plusieurs reprises en fonction de la situation et de l'état d'urgence sanitaire. Mais ce jour tant attendu est arrivé. Reconnaissez que vous pouviez patienter quelques mois puisque vous voilà désormais immortel. Et je suis évidemment très honoré et très heureux de vous accueillir. Vous allez occuper le fauteuil numéro 3 qui fut celui de notre consoeur Christiane Lassalle, dont vous allez nous faire l'éloge. La cérémonie qui préside à l'installation de nouvel académicien est en règle générale heureuse, mais elle est souvent, comme aujourd'hui, teintée de tristesse, car derrière le récipiendaire, le souvenir de celle ou de celui qui nous a quittés surgit. Christiane Lassalle nous a quittés le 18 octobre dernier, et ce n'est pas sans émotion, vous le comprendrez, que nous allons à l'instant vous écouter faire revivre sa mémoire. Vous serez le 13e académicien à occuper ce siège et le premier magistrat. En consultant un remarquable travail de Madame Lassalle et de notre regretté confrère Bernard Moreau, retraçant l'historique des fauteuils de l'Académie, j'ai pu noter que parmi vos prédécesseurs, la moitié étaient des enseignants et l'autre moitié composée d'un trésorier payeur général, d'un directeur des archives, d'un médecin et d'un artiste peintre que les Nîmois connaissent bien puisqu'il s'agit de Jules Salle, élu en 1850, qui fit construire et légua à la ville un bâtiment qui porte aujourd'hui son nom. Si vous êtes le premier magistrat sur ce fauteuil, vous êtes le 50e sur la totalité de nos membres depuis la création de l'Académie, ce qui est peu finalement compte tenu de l'âge de notre institution. Très curieusement, l'immense majorité des magistrats ont été élus au XIXe siècle à plus de 70% et une dizaine seulement au XXe siècle. J'ajouterai que vous êtes le 3e procureur général à être accueilli depuis l'origine de notre compagnie. Vous êtes né à Alès en 1955
au sein d'une famille de 3 enfants dont vous êtes le cadet. Votre père exerçait les fonctions de substitut au parquet d'Alès. C'était son premier poste en qualité de magistrat. Il avait commencé sa carrière comme attaché au parquet de Nîmes. Il est ensuite nommé procureur à Senlis. Vous vous souvenez, m'avez-vous confié, qu'en sortant de l'école primaire, vous alliez au secrétariat de votre père pour aider à ranger les dossiers et les archives, classer les procès-verbaux et réaliser des imprimés en faisant tourner la roue des roues. C'est peut-être là que la vocation est née. En tout cas, il a su faire aimer son métier, puisque votre sœur sera également magistrate, tandis que votre frère suivra une filière scientifique en devenant ingénieur géologue. La famille part à Amiens. Vous poursuivez vos études secondaires dans un collège des jésuites dénommé La Providence, que fréquenta plus tard un certain Emmanuel Macron. Muni du bac, vous vous inscrivez en 1972 à la faculté de droit d'Amiens et vous obtenez en 1976 une maîtrise en droit privé, carrière judiciaire. Vous passez dans la foulée le concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature et vous le réussissez, ce qui est particulièrement remarquable compte tenu également de votre âge. Vous avez 21 ans. Rares sont en effet les étudiants qui obtiennent ce concours difficile aussi jeunes et sans consacrer au moins une année à sa préparation. 1977 sera l'année de votre service militaire comme aspirant, notamment en Allemagne, à Trèves, au 51e régiment de transmission. Le 1er février 1979, vous intégrez le NM à Bordeaux. Commence alors un tour de France qui vous conduira successivement à Montbéliard, Perpignan, Troyes, Nancy, Paris, à nouveau Nancy, puis Versailles, Nîmes et encore Paris. Vous exercez aujourd'hui des fonctions prestigieuses d'avocat général à la Cour de cassation. Vous êtes un haut magistrat qui a atteint les sommets de la hiérarchie judiciaire. Lorsqu'on entre dans le détail de votre carrière, 2 constatations s'imposent. Vous avez ignoré l'Ouest. À Bordeaux, vous n'y étiez qu'encore qu'un élève et vous avez exercé des fonctions variées, à la fois comme juge du siège et comme parquetier. Vous avez été ainsi juge d'instruction pendant pratiquement 10 ans et vous avez eu en charge la présidence de la 11e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris, spécialisée dans les affaires économiques et financières. Vous avez incontestablement une appétence particulière pour le droit pénal. C'est à Bordeaux que vous faites la connaissance de celle qui deviendra votre épouse, Claire Roy, également magistrate, qui a effectué une brillante carrière, mais uniquement au siège, et qui, elle, avait une attirance pour le droit civil. Vous avez su concilier cette charge de travail avec l'éducation de 4 enfants, sans que votre épouse se mette en disponibilité. Vos 2 filles ont en quelque sorte pérennisé la fibre juridique de la famille. Marine est avocate à Nancy et Sophie notaire à Paris, tandis que vos 2 fils occupent des fonctions de cadre dans d'importantes sociétés commerciales. Pour votre plus grand bonheur, ils vous ont donné 10 petits-enfants. Plusieurs d'entre nous vous connaissent depuis que vous avez exercé les fonctions de procureur général près la Cour d'appel de Nîmes de 2011 à 2018. Vous étiez en charge de 6 parquets, Nîmes, Alès, Avignon, Carpentras, Privas et Mende. Le procureur général met en application la politique pénale du garde des Sceaux, vise à son harmonisation et représente le ministère public au sein des juridictions d'appel. C'est à ce moment que j'ai eu l'occasion de vous rencontrer avec un de nos confrères, Gabriel Odizio. Nous étions venus évoquer un sujet qui nous tient à cœur, celui de la justice restaurative. Nous avons eu un interlocuteur affable, d'une grande courtoisie, avec une capacité d'écoute remarquée. Certes, vous nous aviez fait part de vos réserves sur cette nouvelle approche dans la relation entre auteur et victime, mais vous nous avez soutenus, et je puis vous confier aujourd'hui que vous avez été un des rares magistrats à le faire, dans notre projet d'organiser des assises nationales de la justice restaurative, auxquelles vous avez non seulement assisté,
mais aussi participer en prononçant une communication de haut niveau. Dès lors que nous avons su que vous resteriez à Nîmes, il nous est apparu tout naturel de vous proposer de nous rejoindre à l'Académie et de vous parrainer. Charles Puech, notre collègue et confrère, se joignant rapidement à nous. Quand on a effectué comme vous une longue carrière, il n'est pas surprenant d'être confronté à des hommes et des femmes qui laissent une marque indélébile. Nous sommes bien souvent les premiers témoins de la misère et de la souffrance humaine. Et nous sommes parfois confrontés à des drames abominables, comme le viol et l'assassinat d'un enfant. Vous avez porté la parole de l'accusation dans le procès de cet homme qui, à Bellegarde, avait commis l'irréparable. Et vous m'avez dit que vous vous souviendrez à jamais du comportement exemplaire des parents. Fort heureusement, vous n'avez pas été confronté qu'à des tragédies de cette ampleur. Vous avez présidé pendant 4 mois à Paris, à partir de mars 2003, le procès du, je cite, plus gros scandale politico-financier et de détournement de fonds dans une démocratie occidentale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Fermez les guillemets. C'est ainsi que les journalistes ont appelé le procès Elf, cette grande entreprise nationale qui a été littéralement pillée. Un procès qui vous a pris une année complète de votre vie professionnelle. Préparation, temps d'audience, rédaction d'un jugement de 700 pages. 37 prévenus, autant d'avocats, les dirigeants de la plus grande et la plus riche entreprise nationale, mais également des personnages truculents comme André Gulfi, dit Dédé la Sardine, qui n'aurait pas dépareillé dans un film de Michel Audiard et qui a déclaré fièrement avoir échoué à l'oral du certificat d'études avant de faire fortune dans les affaires et notamment dans la sardine. Voici ce que disait le journaliste du Monde dans un article paru le 31 janvier 2007. J'ouvre les guillemets. Ce procès a déjà conquis sa place dans les annales judiciaires. Il la doit à sa démesure par le nombre et la singularité des personnes poursuivies, par les enjeux financiers en cause, plus de 305 millions d'euros de détournement, mais aussi à la richesse et à l'intensité de ces audiences, jamais égalées dans un dossier financier. Celles-ci doivent être portées au crédit d'un homme, le président Michel Desplan, qui a su d'emblée imposer une autorité d'autant plus inattendue que ce magistrat de 47 ans était l'inconnu des acteurs familiers du palais de justice de Paris. Une voix, un ton, une vigilance qui ont déstabilisé les prévenus et décontenancé leurs avocats. Ce n'est après tout pas si fréquent. Un autre journaliste de la Croix écrivait « Michel Desplan fut la surprise du procès Elf. La vedette inattendue de ces audiences, longues de 4 mois, où star du barreau et prévenu de haut vol pensait maîtriser le jeu judiciaire. C'était sans compter sur l'ironie mordante, l'autorité naturelle et l'esprit de synthèse de ce magistrat discret, mais à poignée. Dans les Échos, on relève, c'est la vraie surprise du procès Elf, précis, rapide, méthodique. Michel Desplan a imposé sa marque tout au long des 32 jours d'audience. Je n'ai jamais vu le président de cette trempe, souffle l'avocat exténué. Les séances à l'Académie, je vous rassure, sont plus reposantes. J'aurais pu poursuivre la revue de presse. Je n'aurais trouvé que compliments et éloges à votre égard. Mais le principal mis en cause dans cette affaire vous a rendu hommage. J'ai été accueilli, j'ai été écouté. C'est la première fois que cela m'arrive en 8 ans de procédure, écrit-il dans son ouvrage Une incarcération ordinaire. L'institution judiciaire et l'Académie peuvent être fiers d'avoir en leur sein un homme de loi de cette envergure. Vos mérites ont été tout naturellement reconnus, puisque vous avez été nommé procureur à Versailles, après un nouveau passage par Nancy. Versailles, où vous dirigerez pendant 5 ans une trentaine de parquetiers, avant de rejoindre Nîmes pour occuper le poste tout aussi prestigieux de procureur général.
J'ajoute que vous êtes officier de la Légion d'honneur et officier dans l'Ordre national du mérite. La présence ce jour de nombre de vos collègues, à commencer par les chefs de cour et les chefs de juridiction, qui ne devraient pas tarder d'arriver, de Nîmes, que je salue respectueusement, ainsi que celle de Paul-Louis Omeras, ancien procureur général de Montpellier, et membre de l'académie de cette ville, et qui est toujours le bienvenu parmi nous, témoigne de la haute considération dont vous jouissez au sein de la magistrature. Vous allez donc intégrer notre singulière maison, dans laquelle se rend un vendredi sur deux, à pas pressés, dans une rue sombre, étroite et austère de notre ville, une étrange cohorte d'hommes et de femmes qui se réunissent pour le seul plaisir de s'écouter et de se parler. Pour pénétrer dans ce cénacle, il vous faudra d'abord pousser la lourde porte piétonne du numéro 16, puis gravir 2 étages. Une épreuve qui, en cas d'échec, est synonyme d'honorariat. Vous vous installerez enfin dans des fauteuils confortables, moelleux à souhait et propices à l'écoute, à la réflexion et à l'échange. Vous aurez atteint le Graal, mais il faut savoir, monsieur, que l'oisiveté n'est pas la marque de cette compagnie. Et si le bonheur académique se limite aux choses de l'esprit, sachez qu'il concourt à dissiper l'ignorance et faire naître entre ses membres un peu d'humanité dans un monde qui en est bien dépourvu. Une académie n'est point destinée à enseigner ou professer aucun art quel qu'il soit, mais à procurer la perfection. Elle n'est point composée d'écoliers que de plus habiles que instruisent, mais de personnes d'une capacité distinguée qui se communiquent leur lumière et se font part de leurs découvertes pour un avantage mutuel. Cette définition que l'on trouve dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert illustre parfaitement la nature et la richesse de nos travaux dont vous allez à présent profiter et dont vous allez nous faire profiter. Entrer à l'Académie est certes un honneur compte tenu de l'aura de notre institution dans le milieu intellectuel qui s'étend bien au-delà de notre cité, mais c'est aussi une exigence qui incombe aux récipiendaires, celle de mettre au service de tous ses connaissances, ses réflexions, de faire partager ses centres d'intérêt. Je n'ai aucun doute à cet égard sur ce que l'on peut attendre de votre part. Magistrat moi-même, n'ayant occupé que des fonctions parquetier, je vais réparer aujourd'hui une frustration, d'autant plus aisément que vous m'autoriserez ce rajeunissement. Monsieur le procureur général, vous avez la parole pour vos réquisitions. Monsieur le Président de l'Académie de Nîmes, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers consoeurs, chers confrères, Mesdames et Messieurs, je ressens comme un très grand honneur d'être reçu aujourd'hui parmi vous, au sein de l'Académie de Nîmes. J'espère me montrer digne de la confiance que vous m'avez accordée. J'agirai et je me comporterai au sein de votre Académie à cet effet, et je sais pouvoir compter sur vous pour m'y aider. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour votre accueil chaleureux et les mots si aimables que vous venez à l'instant de prononcer à mon égard. Mon épouse et moi-même n'oublierons pas la qualité de la réception à votre domicile que vous nous avez réservée lors de ma visite de présentation. Je remercie également pour leur conseil mes parrains, messieurs Charles Puech et Gabriel Odizio. Ils seront toujours pour moi des exemples à suivre. Bien évidemment, je remercie Monsieur le Secrétaire perpétuel pour sa bienveillance à mon égard, sa disponibilité permanente et ses précieux conseils qui m'ont tant aidé et même rassuré. Je tiens également à associer à ces remerciements vous tous, membres de l'Académie de Nîmes, qui avez accepté de me recevoir avec gentillesse, simplicité et courtoisie
lorsque je me suis présenté à vous. Je garderai toujours en mémoire ces belles rencontres. Quand peu après ma prise de fonction à la Cour d'appel de Nîmes, j'ai visité pour la première fois l'Académie de Nîmes en son hôtel, pour reprendre le titre du très bel ouvrage de M. Audizio, je n'imaginais pas un instant avoir un jour le privilège d'en faire partie. C'est vous, Monsieur le secrétaire perpétuel, qui aviez guidé ma visite. Tout m'avait plu. L'hôtel, la salle des séances, ses tableaux, la bibliothèque, le fond de carte postale, tout. Je trouvais que c'était un lieu où l'on devait se sentir bien et qui correspondait au demeurant à ce que j'apprécie dans la tradition et le maintien des usages. Je ne dissimule pas en effet être attaché à la tradition, car derrière elle se trouvent tous ceux qui, parfois au péril de leur vie, ont voulu perpétuer la mémoire de leurs ancêtres, mais également, et peut-être plus encore, de leurs croyances, de leur manière de vivre, de leurs valeurs, qui dans un destin commun ont fondé un pays, notre pays, une civilisation, notre civilisation. Je cite, « Au XXIe siècle, comme au XVIe, ce qui rassemble les hommes d'un même pays, de notre pays, au-delà de tous les clivages, c'est qu'ils savent la possibilité de communiquer, de s'exprimer avec des mots compréhensibles à tous, leur quête d'un destin commun. » Écrivait Madame Hélène Carrère d'Ancos en conclusion de son livre sur l'Académie française de 1635 à nos jours, des siècles d'immortalité. L'Académie de Nîmes a su perpétuer ses traditions depuis près de 350 années et je sais qu'à ma modeste place, il m'appartiendra de m'inscrire dans cette continuité. La tradition n'empêche pas la modernité, indispensable aux hommes qui apporte tant de belles choses et permet tant de progrès et de créativité. Je pense même que la tradition peut favoriser la modernité. Je suis assez admiratif de nos amis anglais qui savent si bien maintenir leurs usages, parfois les plus saugrenus, tout en faisant preuve de modernité et de créativité, avec ce brin de folie supplémentaire qui les a fait inventer un sport avec un ballon ovale, au rebond imprévisible, et dont la règle première est d'avancer vers le camp adverse en faisant des passes vers l'arrière. C'est au fond une belle leçon de vie que le rugby. On avance ensemble, tout en regardant la fois derrière et devant soi. L'Académie de Nîmes sait pareillement maintenir ses usages, mais dans la modernité. Ainsi, le protocole des séances de réception reste immuable, mais son compte-rendu est désormais immédiatement accessible à tous sur Internet. Comme le disait si bien M. Émile Jourdan, dans son éloge pour un tricentenaire, celui de votre Académie, de génération en génération, depuis près de 3 siècles, les académiciens nîmois n'ont pas vécu leur mission à la manière des gardiens sourcilleux du passé. Conservant la flamme intacte, ils l'ont voulu vive et brillante. Et si les habite la mesure, l'équilibre, la tolérance, ils font leur cette idée qu'en tout domaine de la création, c'est le présent qui devient le passé, c'est-à-dire l'héritage. L'héritage de l'Académie de Nîmes est d'autant plus important qu'il est l'œuvre commune d'académiciens qui apportent à cette compagnie les richesses de leur personne et de leur connaissance. Madame Christiane Lassalle est un exemple parfait de l'apport de ces richesses à l'héritage commun de votre Académie. Lorsque j'ai écrit ces quelques mots destinés à lui rendre hommage, Madame Christiane Lassalle était encore de ce monde. Je sais qu'elle se faisait une très grande joie de participer à cette séance de l'Académie, non pas parce qu'il y serait fait son éloge, un éloge ô combien mérité,
mais que sa modestie naturelle l'aurait presque contrainte à écouter. Mais parce qu'elle éprouvait une très grande affection, une affection quasi filiale pour l'Académie. La vie et ses épreuves en ont décidé autrement, et tous, nous le regrettons. Toutefois, l'âme de Christian Lassalle est et restera toujours présente au sein de l'Académie de Nîmes. L'âme de l'Académie de Nîmes. C'est un membre de votre Académie qui a prononcé ce mot à l'occasion de ma visite de présentation pour qualifier la relation qui unissait si fortement Madame Christian Lassalle à l'Académie de Nîmes. L'âme de Christian Lassalle et l'âme de l'Académie de Nîmes qui, unies, ont permis de si belles choses. L'âme a besoin d'absorber les sentiments d'une autre âme, de se les assimiler pour les restituer plus riches, écrivait Balzac dans Eugénie Grandet. Unies, les âmes de Christian Lassalle et de votre Académie se sont enrichies mutuellement. Christian Lassalle parlait d'ailleurs de l'Académie comme d'une personne, et même d'une personne très proche, comme d'une grande amie, d'une grande sœur. Plus l'ami est ancien, meilleur il est, soulignait le poète latin Plaute. Et cette si ancienne amie qu'est l'Académie de Nîmes, vieille de près de 3 siècles et demi, a accompagné tout au long de sa vie nîmoise Christian Lassalle, telle une sœur aînée. Cette amitié portée à votre Académie par Christian Lassalle avait pour corollaire évident l'amitié unanime de l'Académie à son égard. Tous les membres de votre compagnie que j'ai rencontrés lors de mes visites de présentation m'ont parlé d'elle comme d'une amie, soulignant sa discrétion naturelle, sa grande simplicité, son exquise modestie, tous traits de caractère qui sont la marque des meilleurs. Il était normal que Christian Lassalle et l'Académie de Nîmes soient devenus amis, car toutes deux partagent des valeurs communes. La première de ces valeurs communes est le sens de l'honneur, qui fait que lorsque l'on s'engage, on le fait avec droiture et honnêteté. L'honneur est bien plus qu'un simple code de bonne conduite, car comme l'écrit Sénèque, l'honneur défend des actes que la loi tolère. Ce sens de l'honneur pour elle-même, comme pour l'Académie de Nîmes, Christian Lassalle l'a toujours eu. Elle est l'honnête homme du XVIIIe siècle, fait femme au XXe siècle. L'honneur s'alliait tout naturellement chez elle à un goût prononcé pour l'application qui confinait parfois, l'avouait-elle, aux ailes de la perfection. Sa rigueur dans la vie professionnelle n'a eu d'égal que sa rectitude dans la vie sociale et familiale. Christian Lassalle était aussi attaché aux règles de courtoisie, comme au respect des bons usages. Tout comme votre compagnie, dont j'ai compris en effectuant mes premiers pas en son sein qu'elle aime entretenir cette belle manière de vivre ensemble. C'est un point commun qui m'unit à elle, comme le fauteuil, que j'ai l'immense honneur de partager avec elle à sa suite. La courtoisie n'est pas seulement une manière de vivre en société. Lorsqu'elle est sincère, elle est le reflet d'une personne. Apprenez la courtoisie des manières, elle est le reflet de votre cœur, s'écrie Edmé à son cousin Mauprat dans le roman éponyme de George Sand. La manière d'être, de vivre, de se comporter avec les autres de Christian Lassalle était l'exact reflet de son cœur. Madame Christian Lassalle a mis effectivement en œuvre ô combien toutes ces valeurs au sein de l'Académie de Nîmes. Reçue à votre Académie sous la présidence de M. Maurice Aliger le 27 août 1984, à l'âge de 58 ans, après avoir été nommée correspondant 10 années plus tôt, élue présidente 8 années plus tard, en 1992, le mérite n'attendant pas le nombre des années, secrétaire perpétuelle de 2003 à 2007, Christian Lassalle a œuvré activement durant plus de 4 décennies au profit de sa grande sœur.
C'est ainsi qu'elle a grandement contribué à tirer d'un injuste relatif oubli le Nîmois Jean-François Séguier. Elle a participé à cet effet à la création de l'Institut européen Séguier et s'est intéressée à l'hôtel particulier légué par lui à l'Académie de sa ville natale. En 2000, Christian Lassalle a présenté une communication sur la demeure de celui qui aura été secrétaire perpétuel de l'Académie de Nîmes de 1765 à sa mort, qu'elle a intitulée « Un carrefour intellectuel de l'Europe des Lumières, la maison de Jean-François Séguier ». Elle a montré par cette communication que Séguier, tel Louis XIV à Versailles, commença par installer le jardin qu'il dessina lui-même, puis conçut sa maison dans le but de présenter ses collections pour en faire une sorte de musée ouvert aux Nîmois et aux visiteurs de passage dans la cité des Antonins. Elle concluait ainsi son propos en confiant sa maison et ses collections aux académiciens nîmois. Séguier les chargeait ainsi de continuer son œuvre, c'est-à-dire d'assurer à jamais le rôle d'intermédiaire intellectuel entre tous les chercheurs. C'est le message qu'il nous transmet à travers les académiciens et les siècles. Ce rôle d'intermédiaire entre les chercheurs au travers des siècles, Christian Lassalle le jouera à merveille au sein de votre académie, et comme pour l'épigraphiste Séguier, elle révélera l'extraordinaire collection cédée à l'Académie de Nîmes par Henri Beauquier sur l'iconographie du comte de Chambord. La personnalité de ce dernier, aussi diverse que ses titres successifs, duc de Bordeaux, Henri V, comte de Chambord, a quelque peu fasciné Christian Lassalle, qui appréciait l'enfant du miracle en attendant qu'il devint l'enfant de l'exil, selon le fameux mot de François-René de Chateaubriand. Henri Beauquier, qui avouait une passion dévorante pour le duc de Bordeaux, dont il portait le prénom, a donné à votre académie, au soir de sa vie, il est décédé en 1952, une sélection éclairée de l'immense collection qu'il avait conçue et réalisée tout au long de son existence sur l'iconographie du comte de Chambord. En procédant à l'inventaire de cette donation, composée de plus de 200 gravures et lithographies, 300 médailles, bustes, pendules, assiettes et objets divers, Christian Lassalle a fait un travail tout aussi considérable que remarquable, dont on mesure mieux la portée à la lecture de sa communication en 1992, intitulée « La collection Henri Beauquier à l'Académie de Nîmes, une imagerie légitimiste de 1820 à 1883 ». Elle cite d'ailleurs dans cette communication les vers de Victor Hugo, extraits de son Ode à Henri V, lesquels mériteraient d'être mieux connus de certains. L'histoire est une région de chute et de victoire, où plus d'un vient ramper, plus d'un vient sombrer, mieux vaut en bien sortir prince qui mal entrer. Et Christian Lassalle de conclure par ces très beaux mots. Les petites images de la donation continuent à diffuser leur message, ce que savait Henri Beauquier. En les confiant à l'Académie de Nîmes, il savait que l'on serait à leur écoute et que l'on viendrait tour à tour témoigner de la grandeur d'un prince qui soit resté fidèle à sa légende. Elle avait parfaitement compris que l'héritage du passé sert pour le présent et l'avenir lorsque l'on sait être à son écoute. Christian Lassalle a aussi participé activement comme présidente de votre académie à l'organisation et la tenue du 10e congrès international d'épigraphie grecque et latine qui a eu lieu à Nîmes en 1992. Lors de son inauguration, il prononcera un très beau discours rappelant le rôle de Jean-François Séguier dans la compréhension des inscriptions latines de la ville et concluant ainsi « La vigilance de l'Académie de Nîmes à l'égard des documents épigraphiques n'a pas failli au cours de ces 3 siècles, soulignant ainsi sa fidélité à la mission fixée par ses lettres patentes, notamment d'étude de l'Antiquité pour, je cite, «
l'intelligence de ce qu'il y a de plus rare et de plus obscur dans les détails qui leur restent des ouvrages romains. Madame Christiane Lassalle a marqué très tôt son attachement à l'Académie de Nîmes, bien avant d'y être officiellement reçue en avril 1984, et cela mérite d'être souligné. Elle s'est investie dès le début des années 80 dans le classement des archives de l'Académie, travail certes passionnant, mais souvent ingrat et parfois fastidieux, qu'elle a réalisé avec le docteur Édouard Trouault, archiviste de votre Académie pendant près de 15 années, et Madame Thomas Pesci. Ce travail a permis en 1982, à l'occasion du tricentenaire de l'Académie, la réalisation d'une très belle exposition au Musée des Beaux-Arts de Nîmes, où furent présentés près de 200 documents, manuscrits, portraits, gravures, peintures et images provenant du fond des archives. Le magnifique catalogue de cette exposition que Christiane Lassalle contribua à publier est le témoin de cet attachement et de ce travail. Christiane Lassalle a toujours considéré ce travail d'archivage comme une mission première qu'elle s'était assignée comme membre, puis comme président de l'Académie de Nîmes. L'œuvre aussi importante que passionnée accomplie par Christiane Lassalle au sein de l'Académie de Nîmes et à son profit, dont je n'ai décrit que les seules manifestations les plus importantes, ne doit rien au hasard. Elle est le fruit de ses nombreuses années d'études, de ses voyages, de son expérience professionnelle, de son goût enthousiaste pour l'archéologie et bien évidemment de son travail inlassable. Christiane Guichard est née le 26 février 1926 à Feurs, département de la Loire, au cœur du Forêt. Feurs, la ville de sa naissance, où elle a souhaité être inhumée auprès de ses parents. La première salle que l'on visite au musée archéologique de Feurs, ancienne Forum Segusiavorum, marché des Ségusiaves, tribu gauloise du Forêt, porte le nom de Georges Guichard, son oncle, esprit cultivé et d'une grande curiosité, qui s'intéressait depuis toujours à l'archéologie et l'histoire locale. Dans son discours de bienvenue prononcé lors de la séance de réception de Christiane Lassalle à votre Académie, le président Maurice Aliger rapportait cette anecdote de jeunesse. Votre oncle, vous faisant descendre amarré à une corde dans une de ses fouilles, ce fut là votre baptême archéologique. Baptême par immersion, pourrait-on ajouter. Rien ne doit donc au hasard, puisque toute jeune, Christiane Lassalle s'est trouvée immergée en pleine archéologie. Après avoir effectué ses études secondaires à Lyon et QC, Christiane Lassalle fera ses humanités à Clermont-Ferrand, Lyon et enfin Paris, où elle obtiendra une double licence d'histoire et géographie et d'histoire de l'art et d'archéologie. L'archéologie, l'une des grandes passions de Christiane Lassalle, qui l'unira plus encore à la grande passion de sa vie, son mari, Victor Lassalle, qu'elle épousera en 1953 et avec qui elle aura 3 enfants, Pierre, Michel et Christine. On pense aux mots d'une grande archéologue amateur, universellement connue pour ses romans policiers, également mariée à un archéologue, Agatha Christie. Faites comme moi, épousez un archéologue. C'est le seul homme qui va vous regarder avec de plus en plus d'intérêt à mesure que les années passent. Mais avant de se marier, et sitôt obtenu sa double licence, Christiane Lassalle décidera d'accomplir son grand tour en Italie, puis en Grèce, voyage dont elle gardera un souvenir impérissable, un très beau voyage, disait-elle, et on ne peut que la croire. À son retour en avril 1952, elle est nommée conservateur du musée archéologique de Feurs, puis après son mariage, professeur d'histoire et de géographie au lycée d'Autun. En 1955, les époux Lassalle sont nommés à Nîmes. L'histoire ne dit pas s'ils empruntent alors la voie qui reliait ces deux anciennes cités romaines et qui étaient connues au Haut Moyen-Âge sous le nom de voie Bollène, mais il est une évidence. Ils ne pouvaient que se plaire immédiatement dans notre ville, car comme le dit si bien le philosophe et membre de votre académie, de notre académie, Olivier Abel, qui lui aussi a quitté sa ville pour venir s'installer à Nîmes, Nîmes
est à l'échelle de l'Athènes de la grande époque, celle du IVe siècle avant Jésus-Christ. Ici, il y a à la fois suffisamment d'anonymat et suffisamment de rencontres. Christiane Lassalle est nommée professeure d'histoire et géographie au lycée d'Audet. Son mari, conservateur du musée d'art et d'histoire. Elle va d'ailleurs être amenée à assurer son intérim en 1956, lorsque Victor Lassalle partira à l'armée à l'occasion de l'affaire de Suez. En 1957, Christiane Lassalle réalise l'inventaire du musée du Vieux-Nîmes et 2 ans plus tard devient conservateur adjoint du musée d'histoire naturelle et montera l'exposition 5000 ans de poterie à Nîmes. En 1962, elle est nommée conservateur adjoint du musée d'art et d'histoire naturelle de Nîmes. Elle va procéder en parallèle à la complète réorganisation du musée d'archéologie. Elle devient aussi, en 1970, conservateur du musée du Vieux-Nîmes et le restera plus de 15 années durant, jusqu'en 1986. Elle va réaliser de très nombreuses expositions, je ne citerai que les plus marquantes. Histoire des arènes de Nîmes du Moyen-Âge à 1850, Histoire de la Maison Carrée, le peintre Jules Salle, les documents sur la Réforme à Nîmes. Elle s'attellera dès 1975 à l'inventaire de la collection Henri Wauquiez, la grande œuvre de sa vie, véritable travail d'érudit, d'archiviste et de documentaliste. L'Académie de Nîmes a rendu hommage à l'œuvre de Christiane Lassalle en lui remettant, le 22 novembre 1976, la médaille de l'Académie. Et la République l'honorera en lui décernant, le 19 février 2010, la médaille de chevalier des arts et des lettres, et le 13 mai 2011, celle de chevalier dans l'ordre national du mérite pour 57 années d'activité professionnelle. Christiane Lassalle était membre honoraire de notre Académie depuis 2019. Permettez-moi, pour conclure, d'évoquer avec vous ma première rencontre avec Madame Christiane Lassalle. C'était en réalité il y a quelques mois à peine, à l'occasion de ma visite de présentation. Et je garderai toujours en mémoire le souvenir de cette rencontre. Christiane et Victor Lassalle nous attendaient, mon épouse et moi-même, debout sur leur terrasse, me guidant pour approcher puis garer notre véhicule dans le jardin, nous accueillant avec gentillesse et chaleur, parlant l'un après l'autre, et parfois l'un en même temps que l'autre, mais toujours pour s'intéresser à nous, et sans jamais ramener à eux la conversation, comme la nature humaine a tendance à l'y inciter, mais au contraire, manifestant avec sincérité leur attention à nos personnes. Enfin, nous accompagnons l'un et l'autre, l'un aux côtés de l'autre, pour nous adresser un dernier salut et nous guider sur le chemin du retour. Si j'ai souhaité évoquer avec vous ces moments, c'est qu'ils sont, selon moi, particulièrement à l'image de Christiane Lassalle. D'abord, Christiane Lassalle, c'est aussi Victor Lassalle. Comme Victor Lassalle, c'est aussi Christiane, son épouse. Un couple uni dans la vie professionnelle, comme dans la vie familiale, un couple uni pour la vie, comme ils l'ont été dans la direction des musées de Nîmes. Christiane Lassalle était aussi un guide et un exemple à suivre, comme elle a été dans son travail, pour ses enfants, pour ses proches, pour l'Académie de Nîmes, et comme elle le sera pour moi-même, par sa modestie, mais aussi son application, par sa gentillesse, mais aussi par sa rigueur et par son attention aux autres. Christiane Lassalle était enfin la fidélité personnifiée. Fidélité aux siens, fidélité à son travail et à l'archéologie, fidélité à ses amis, fidélité à sa grande amie, à l'Académie de Nîmes. La fidélité est le chemin de l'honneur, écrivait Émile Zola. Toute sa vie, Christiane Lassalle a emprunté ce chemin de l'honneur et a fait honneur à l'Académie de Nîmes, et ce avant même d'y être officiellement reçu, puis comme membre résident, secrétaire perpétuel, président
et membre honoraire. Il est légitime, il est juste que par ces quelques mots maladroits et insuffisants, il lui soit rendu honneur et hommage. Je vous remercie de votre attention. Merci, chers confrères. Merci surtout, Madame Lassalle. Je vous invite à vous installer au pied de cette tribune. Vos consoeurs, vos confrères viendront vous féliciter. Bonjour madame, ça va bien? Oui. On fera la photo traditionnelle des parrains dans la bibliothèque. Ça va Hélène?